Ben, bonjour Gisèle. Bonjour. Comment ça va? OK. Oui, bienvenue au lieu historique national du Canada du Fort Sainte-Thérèse. Un lieu qui est connu depuis, qui a été nommé par la Commission il y a très longtemps, en 1923, mais dont l'emplacement précis est connu depuis récemment, donc depuis moins de 2 ans, grâce à une photographie aérienne où on a vu l'emplacement du fort, une photo de 1938. On a entamé l'an passé, donc en 2008, une petite campagne de fouilles. On a fait 2 sondages pour vérifier s'il y avait bel et bien des vestiges du fort Sainte-Thérèse ici, à l'emplacement présumé qu'on voyait sur la photographie aérienne. Ça s'est avéré positif. Alors cette année, on a étendu un peu notre champ d'investigation en faisant un certain nombre de sondages pour répondre à des questions précises sur le site. On va donc tantôt faire une visite de chacun des sondages qu'on a réalisés, voir si les objectifs qu'on avait ont été atteints. Mais d'abord, permets-moi de te faire un bref historique de l'occupation des lieux. Le fort Sainte-Thérèse est construit dans une chaîne de forts en 1665 dans la vallée du Richelieu afin de porter la guerre en territoire iroquois. Depuis quelques années, la colonie de Nouvelle-France est devenue une colonie administrée par le roi, une colonie royale. Et pour favoriser le peuplement et le développement de la colonie, le roi envoie donc un régiment, le régiment de Carignan-Salière, d'environ 1000 hommes ici, pour mater les Iroquois. Parce que les Iroquois, depuis le début de la colonie, sont en guerre latente contre la Nouvelle-France, en raison des alliances diplomatiques que les Français ont fait avec certaines nations amérindiennes, Algonquins, Montagnais, etc., et les alliances aussi que les Iroquois ont avec les Hollandais et les Anglais dans la colonie voisine. Alors, cette lutte-là se fait, le chemin, qu'on peut dire, qu'empruntent les Iroquois pour venir dans la colonie, c'est le corridor Lac-Champlain, Rivière-Richelieu. Leur lieu de résidence, les 5 nations iroquoises, résident entre le lac Champlain et les Grands Lacs, donc au sud du fleuve Saint-Laurent, nettement. Alors, en 1665, le régiment de Carignan-Salière construit d'abord 3 forts. Un à Sorel, un à Chambly, qu'on nomme alors Saint-Louis, et un ici à Sainte-Thérèse. Évidemment, l'emplacement de ces 3 forts-là est stratégiquement choisi. À Sorel pour contrôler l'embouchure de la rivière sur le Saint-Laurent, à Chambly parce qu'on est au pied des rapides, des premiers rapides qu'on rencontre, et à Sainte-Thérèse parce qu'on est en haut de ces mêmes rapides. C'est évidemment la sortie d'autoroute des Amérindiens. Donc, quand les Amérindiens prennent la rivière des Iroquois, ils doivent portager entre Sainte-Thérèse et Chambly. Donc, à ces endroits-là, on met des forts pour contrôler la circulation. Mais surtout, pas juste pour contrôler la navigation, la circulation, mais surtout pour que l'armée ait des lieux de ravitaillement pour que ses troupes puissent se rendre jusqu'en Iroquoisie, qui est quand même situé quelques centaines de kilomètres au sud, en amont, sur la rivière et le lac. Donc, pour servir de bivouac. Pour servir de bivouac, c'est ça. Il y a une première tentative à l'hiver 1666 d'aller attaquer l'Iroquoisie qui se solde par un échec. Alors, l'été suivant, on décide d'installer 2 nouveaux forts, un à Saint-Jean, à l'emplacement actuel du fort Saint-Jean, et un 5e sur l'île Lamotte, dans le lac Champlain, de fort Sainte-Anne. Et à l'automne, on entame une nouvelle attaque contre les villages iroquois, qui cette fois-là est un succès et qui amènera pas iroquois, mais iroquois, pardon, qui amènera une période de paix d'une 20aine d'années avec les Iroquois et qui va permettre le peuplement d'une partie de la vallée du Richelieu. On abandonne les forts Sainte-Anne, Saint-Jean et Sainte-Thérèse parce que considérés trop loin des régions peuplées, et on garde le fort Chambly comme frontière sud, ce qui permet le développement des seigneuries jusqu'à Chambly depuis le Saint-Laurent. Chambly demeurera donc la frontière sud, si on veut, de la Nouvelle-France, dans le corridor Richelieu-Lac-Champlain, jusqu'à la décennie 1730, où, avec la venue de l'intendant Hoccart et la volonté de développer une certaine industrie en Nouvelle-France, entre autres la construction navale et également les forges du Saint-Maurice, on va venir ici exploiter les forêts de la Haute-Mauricie et du lac Champlain. Et pour protéger ce commerce-là, on va donc installer un phare beaucoup plus loin, à la tête du lac Champlain, le phare Saint-Frédéric, qui est construit donc en 1731 et transporté de l'autre côté en 1735 avec une nouvelle redoute et un plus grand phare. Ces phares-là sont très loin du centre de la colonie. On doit donc les approvisionner, ce phare-là, Saint-Frédéric. Pour l'approvisionner, on est encore pris avec le corridor du lac Champlain-Richelieu qui a des portages. Donc, Sainte-Thérèse, à la tête du portage, reprend du métier, du travail, tout comme Saint-Jean.
on va installer à Saint-Jean la barque, le gros bateau à voile qui va permettre le ravitaillement du fort Saint-Frédéric. Et ici, à Sainte-Thérèse, on va installer un hangar et une maison qu'un particulier, Bleury, va avoir comme mandat de faire. Et lui va approvisionner grâce à des petites embarcations, parce qu'il n'y a pas de chemin entre Sainte-Thérèse et Saint-Jean. Alors, on doit naviguer entre Sainte-Thérèse et Saint-Jean. Et on navigue par la rivière. Il y a les rapides Mille-Roches à Saint-Jean qui sont franchissables par de petites embarcations, mais pas par des navires à voile. Donc, Bleury a le mandat, lui, d'apporter l'approvisionnement de Sainte-Thérèse à Saint-Jean et de Saint-Jean au Fort Saint-Frédéric avec la barque. Ce réseau-là fonctionne pendant une quinzaine d'années, jusqu'à temps que dans la guerre de succession d'Autriche, on décide, en raison des incursions, des querelles qui se passent dans le Haut-Richelieu et à la frontière avec les colonies américaines, de rétablir des forts, vraiment de véritables forts, à Sainte-Thérèse et à Saint-Jean. Pas juste d'avoir des installations pour le ravitaillement, mais d'avoir de véritables forts. Donc, on reconstruit le fort Sainte-Thérèse en 1747 et le fort Saint-Jean en 1748. Afin de favoriser, de faciliter l'approvisionnement du fort Saint-Jean, on installe une nouvelle route qui va partir de la Prairie et qui va aller directement à Saint-Jean et qui va éviter de passer par Chambly et Sainte-Thérèse. Donc, Sainte-Thérèse perd immédiatement un peu de son importance, mais en raison de la mauvaise qualité de ce chemin, va en reprendre pendant la guerre de 7 ans, donc une dizaine d'années plus tard, et on va maintenir à Sainte-Thérèse une garnison pendant la guerre de 7 ans. Cette garnison-là va faire l'objet d'une attaque en 1760 par des troupes anglo-américaines qui ont contourné l'île aux Noix, qui était le fort principal pour défendre la frontière à ce moment-là, et ils vont venir attaquer le fort Sainte-Thérèse et le brûler en juin 1760. Lévis ordonne immédiatement sa reconstruction. On reconstruit le fort Sainte-Thérèse, mais quelques semaines plus tard, on est obligé de l'abandonner en raison des succès des troupes anglo-américaines qui remontent le Richelieu et qui, successivement, s'emparent de chacun des forts que les Français abandonnent. Donc, les Français brûlent eux-mêmes le fort Sainte-Thérèse au moment où ils l'abandonnent à la fin août 1760. Donc, il y a eu 3 forts Sainte-Thérèse. Bon, on peut dire 3, mais 3 générations. Je pense que ce serait le terme exact. Inévitablement, quand on parle des incendies de 1760, qu'il soit du mois de juin ou du mois d'août, je crois qu'il faut penser surtout aux équipements à l'intérieur du fort qui ont été incendiés, aux bâtiments. Parce que brûler un fort qui est de bois, même s'il est en bois, c'est assez difficile. La palissade faisait un périmètre de 200 pieds sur 200 pieds environ. Je pense que c'est un peu illusoire de penser que toute cette palissade-là peut être incendiée. Cependant, en 1760, quand les Anglo-Américains arrivent ici, on va installer de grands retranchements à partir du fort Sainte-Thérèse vers le nord pour permettre à cette armée-là de rester en place pendant quelques jours et se protéger contre une contre-attaque possible des Français. Ils sont 4000, c'est beaucoup trop pour occuper le fort, qui est vraiment trop petit. Alors, on doit faire ces retranchements-là semblablement à ce qui s'est fait à Saint-Jean. Oui. De la même manière, on construit des retranchements à partir de la capitale du bastion nord-ouest et on s'en va en direction nord sur moins d'1 kilomètre. Ça peut paraître vaste, mais ça s'est fait en 2 jours seulement. Il était 4000 hommes à creuser un fossé. Par ce fossé, avec la terre du fossé, on a fait un petit remblai qui faisait un parapet. Et ça a fait donc une petite fortification à l'épreuve d'une attaque au canon. Mais c'est une fortification qui a duré quelques jours d'utilisation seulement. Il n'a eu que quelques jours d'utilisation. C'est un retranchement qui était nord-sud. Nord-sud, à partir du phare en direction nord, jusqu'à la pointe qu'on appelle la pointe Fryer, donc l'emplacement où est le barrage aujourd'hui. Et donc, par la suite, le phare est abandonné. Il y a une mention qui dit en 1776 que lors de la contre-offensive de Burgoyne contre les Américains qui avaient tenté l'invasion du Canada, que des soldats vont séjourner au fort Sainte-Thérèse en 1776. Mais par la suite, il n'y en a plus jamais mention, il n'est plus jamais mention du fort Sainte-Thérèse. Il faut penser que le réseau de routes s'est développé grandement avec la venue des loyalistes dans le Haut-Richelieu après la guerre d'indépendance américaine. Et donc, la rivière Richelieu pouvait facilement être contournée par des routes. C'était les routes qui étaient maintenant le meilleur moyen de communication. Fort Sainte-Thérèse qui tombe en oubli, qui est démantelé, démonté, brisé, on ne sait trop, et qu'on va donc retrouver uniquement l'an passé par nos fouilles. Fait que là, je t'invite à faire une visite puis à regarder c'est quoi les vestiges qu'on a trouvés. Excellent. Merci beaucoup. On a un plan qui le dessine. Ça, c'est un plan au sol du fort. On voit sa forme comme si on était en avion. OK?
Alors, c'est un phare qui a une forme rectangulaire avec 4 pointes dans chaque coin qu'on appelle des bastions. Et là, le sondage qu'on a fait ici, on le fait vis-à-vis le centre de la face du bastion. Pourquoi qu'on savait qu'on était là? C'est parce qu'on a trouvé sur une photo prise dans les airs, photo d'il y a 70 ans quand même, 1938, on a trouvé la forme du phare. Je ne sais pas si tu vois, on voit la forme du phare. Une photo prise en avion. Dans le temps, là, il n'y avait pas d'arbres ici, c'était un champ cultivé. Alors, on était capable de voir la forme du phare, parce que l'endroit où il passait, le phare, c'était plus humide qu'ailleurs. Donc, on a sa forme, et comme ça va dans ce sens-là, donc on est venu faire un sondage juste ici, dans le coin dans la partie du bastion qui est là, qu'on appelle sa face. On a creusé, puis on a trouvé ce qu'on appelait à l'époque une double palissade. Donc, les soldats qui ont fait ce phare-là ont creusé une tranchée plus profonde que toi. Plus haute encore. Ah, plus haute, oui, pas plus haute, oui, pas plus profonde, plus haute. Tranchée étroite. Puis dans la tranchée, ils ont planté le poteau en 1665. Puis là, ils ont abandonné le phare et 70 ans plus tard, on a décidé de le reconstruire, le phare. Bien, il en restait suffisamment de bouts, de sections qui étaient en bon état pour dire, bon, on va juste réparer ce qui n'est pas en bon état. Mais là, on ne pouvait pas arracher les pieux comme ça dans la terre. Dans l'argile, mettons que c'est assez difficile à enlever. Donc, on a fait une excavation plus large, en forme de V, de part et d'autre de la palissade, pour enlever les vieux pieux et en mettre de nouveaux, dont on n'a pas de traces. Eux autres, ils étaient plantés un peu moins profondément, puis on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Fait que ça démontre, cette excavation-là, que le phare, les deux phares, celui de 1665 et celui de 1747, plan de 1665. C'est assez rare en archéologie qu'on ait une correspondance aussi directe entre les vestiges et ce que les documents historiques nous présentent. Donc, l'intérieur du phare est de ce côté. Et à l'intérieur du phare, qu'est-ce qu'on a contre la palissade? On a ce qu'on appelle une banquette qui a 6 pieds de large. C'est quand même très large. Excusez-moi, les messieurs, dames. Ce qu'on voit ici, là, vous allez me croire sur parole, parce que c'est sûr que c'est pas évident, comme le nez au milieu du visage. Ça ici, c'est le fond d'un petit piquet qu'on a fouillé à partir de ce niveau-là. OK? On avait la trace noire tout le temps. OK? Donc, un petit piquet, il doit en avoir un à tous les 3 ou 4 pieds, 1 mètre et demi. C'est le seul qu'on a. Alors, je ne connais pas la régularité de ces piquets. Sauf que la distance entre ces piquets qui supportaient un point pour tirer. Là, j'émets l'hypothèse, c'est pas démontré, que si la banquette a 6 pieds, c'est probablement pour faciliter le déplacement des troupes par la banquette plutôt que par le terrain, dont on voit qu'il est facilement boueux. C'est très argileux, avec la moindre pluie, c'est très boueux. Okay. D'ailleurs, on a essayé d'assécher le phare en construisant un drain qu'on retrouve dans tous les sondages qu'on a fait en proximité de la palissade. Un drain très simple, on fait une tranchée dans laquelle on tire des pierres, puis on remblaye par la suite. Tu as essentiellement 3 couches de stratigraphie. Oui. OK, c'est ça. Non, ben regarde, c'est que là, dans le secteur ici, il y a l'excavation originelle, là, elle n'existe quasiment pas, c'est au fond complètement. Ah, OK. Après ça, tu as l'excavation pour le changement de palissade. Oui. Puis c'est pas clair comment on l'enlève. Ah. Est-ce qu'on retravaille dans les mêmes sols? Ici, c'est vraiment pas clair. Sur le flanc gauche de la fortification, là, quand on a fouillé l'année passée, bien, sur ce flanc-là, on a fouillé l'emplacement de la palissade sur une beaucoup plus longue distance. C'était sur 6 mètres à peu près. Bien, peut-être moins, 5 à 6 mètres. Ouais. Okay. Là, on avait l'évidence qu'il y avait 2 tranchées l'une dans l'autre. Ah, OK. Vraiment 2 tranchées. Alors, on se demandait, est-ce que c'est une tranchée de construction, de 2 tranchées de construction successives, ou une tranchée de construction et une tranchée d'enlèvement? Mais là, c'était vraiment clair qu'il y avait 2 tranchées. Parce qu'il y avait une tranchée un peu plus étroite dans une tranchée un peu plus large. Okay? Il y avait vraiment une couche, là, mettons, de 15 cm de part et d'autre d'une première tranchée. Mais ici, c'est pas aussi clair. Et puis, je te dirais, Gisèle, que sur le plan stratigraphique, c'est un site qui est épouvantable. Ça se compare beaucoup plus à un site préhistorique. Il n'y a à peu près pas de stratigraphie nette. Tu vois des objets, puis là, à un moment donné,
Oui. Tu sais, les changements de l'eau sont beaucoup plus subtils. C'est trop peu occupé. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien, surtout le fossé de la palissade. Oui, oui, non, mais regarde, tu vas voir les secteurs à l'intérieur, là, c'est... C'est la même chose. Ah, c'est pire. Tu vas voir, ce qui est le moins perturbé du site, c'est le plus dur à comprendre. Là, regarde, je te dis, c'est des sols préhistoriques. Alors ici, Gisèle, je vais reprendre... Je m'excuse, Carole. Je vais reprendre mon cahier, Carole. Merci beaucoup. Tu sais, c'était emballant, la photographie aérienne de 1938. Hein? Emballant au point où on voyait le phare à plus longue échelle, à plus grande échelle. J'avais même l'impression qu'on voyait le four à goudron, ce qui est peut-être possible, mais tu sais. Puis là, avec une ligne comme ça qui s'étend au sud du phare, et j'étais convaincu que cette ligne-là qui passe à l'ouest du phare était les retranchements. Quand on est venu visiter le terrain une première fois, c'était très swampeux, cette zone-là. On l'a relevé, ça correspondait à cette ligne-là. Mais l'an passé, quand on a installé le chemin, puis qu'on a fait notre sondage à la pelle mécanique tout du long, on ne l'a jamais trouvé, sauf à la fin, quelque chose légèrement plus creux. Mais regarde, c'était même pas un pied de plus creux. Puis il y avait un petit peu de matériel dedans. C'est dit peut-être que c'est la pointe d'un redent qui est moins creuse. Mais donc cette année, on a fait un sondage ici. Nul. C'est agricole. Nul, c'est ça, c'est agricole. Mais tu sais, regarde, même pas un pied de sol, puis c'est vierge partout. Je sais, je le vois. Là. Alors là, on est parti, que j'aurais dû prendre dès le point de départ et non pas la plus facile. Et me fier, est-ce qu'on connaît du Fort Saint-Jean? Au Fort Saint-Jean, c'est clair et net qu'on est parti du fossé du bastion nord-ouest du phare pour construire les retranchements anglais. On le voit sur le plan ici. Tout à fait. De la pointe du bastion, mais du fossé du bastion, on s'en va vers le nord. C'est ça. Ici, au Fort Sainte-Thérèse, il n'y a pas de fossé. Il y a un document, mais je ne l'ai pas avec moi dans mon camion. Il y a un document d'un journal d'un soldat américain qui vient en 1760 ici et qui dit, le 2 septembre, sommes partis de Saint-Jean, avons franchi des rapides pour aller vers Sainte-Thérèse. OK? Point. Ici, au bord du lac, du côté ouest, là j'ai allumé, ici au bord du lac du côté ouest, la phrase d'avant, il a dit qu'il avait franchi des rapides. Il n'est plus dans le lac à Sainte-Thérèse, mais à Saint-Jean, tu te rappelles, il y a plusieurs documents historiques qui appellent ça devant Saint-Jean, le lac. Le lac. C'est comme la suite du lac qui n'ont pas franchi de rapide. Ici, au bord du lac, du côté ouest, il y a un beau petit phare régulier entouré d'un fossé qui devait être très bien avant que les Français n'y mettent le feu. Ils parlent du Fort Saint-Jean. En tout cas, c'est ma compréhension. Parce que c'est le seul document historique qui fait référence à un fossé à Sainte-Thérèse. Il n'y a rien d'autre. Et puis, archéologiquement, on n'en a pas. Donc, on a installé un sondage à partir de la capitale de la palissade. La palissade est ici, la capitale est en dessous du tas de terre. OK? Et là, on a fait un sondage juste à côté. Et puis, ben là, tu regardes, ça te prendrait une truelle pour dire que le sol qui est là n'est pas le même qu'à côté. C'est ça quoi ça me fait penser, ce fossé-là? À notre drain à l'inox. À notre drain à l'inox, oui. C'est incroyable. C'est vraiment juste là une texture un peu plus molle qui fait qu'ici, c'est trop compact, trop dur, ça n'a pas été touché. Puis là, un peu plus perturbé. Oui, c'est vrai. C'est la même couleur, c'est la même terre qui est revenue, mais qui avait été creusée une fois. C'est ça. Puis l'espoir, c'est qu'un peu plus creux, parce que c'est pas fini, c'est qu'un peu plus creux, on ait peut-être des pièces de palissade jetées dans le fossé. Comme à l'inox, on en a trouvé de d'autres fortifications. Donc, le fossé était là, le parapet était derrière. Ça a près d'1 kilomètre de long vers le nord, cette tranchée-là. Ça a été creusé en 2 jours par 4000 hommes. OK? Donc, mettons que tu dis 1 kilomètre, 4000 hommes, ils ont chacun, c'est quoi, 25 mètres à faire? À peu près. OK? En 2 jours. C'est ça. Ils travaillaient 18 heures par jour avec une bonne peinte de rhum. Fait que 8 en septembre, c'est un peu moins chaud qu'aujourd'hui. Oui, effectivement. Mais je vais te dire, Gisèle, c'est vraiment pas... c'est Guy Hamel qui fouille ça, puis il s'arrache les cheveux. Ben, je te comprends, parce qu'effectivement, c'est vraiment pas... Au début, c'était très net. Au début, c'était très net, là, le premier pied. Mais plus on s'enfonce, plus c'est difficile de... À un moment donné, il y avait un sol
parce que l'une des différences, c'est qu'il y avait un sol très silteux. Il pliait dessus, là, boum, boum, ça rebondissait. Ça faisait comme de la gélatine un peu. Ok. Alors qu'à côté, c'est excessivement compact. Mais, C'est différent. Il y en a une petite. ah ouais, mais elle est vraiment, vraiment subtile. Elle va mieux de bord, là. Ouais. J'aurais dû y amener une truelle et une paire de bottes d'eau. Je suis sûr qu'elle serait descendue. Les bottes, j'en ai, mon père. Non, là, j'ai pas de truelle dans le camion. J'ai une pelle, un pic puis une pelle en avant. Ouais, Il va être gros un c'est peu. pas une truelle. Non, parce que je veux dire que le travel test, c'est très bon, hein, quand tu piques dedans. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, l'œil, là, il n'est pas assez. C'est comme toucher, Ouais. n'importe quoi. Des fois, il faut que tu touches. Hein. Ouais. Alors, c'est ça l'archéologie, c'est Mais on a tactile. tellement de sols comme ça dans la région ici, Ah. surtout ici, puis Lennox, puis Saint-Jean, là, que c'est incroyable. Des fois, là, tu sais pas la différence entre ton sol naturel puis ton sol qui a été remanié. Tu te fies quasiment sur le fait que tu l'as déjà vu une fois. puis C'est ça, hein. Pratiquement sur l'instinct à un moment donné. Oui. Tu sais, à Lennox, on avait un cas fameux. Là. Ah oui. Il y avait un drain qu'on a installé dans la Deuxième Guerre mondiale. Lennox s'était occupé tout le temps, Ah de oui. 1759, presque en permanence jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce moment-là. OK. Donc, une occupation humaine, donc des sols avec des traces d'occupation humaine. Puis, ils ont traversé ces couches-là pour aller installer un drain. OK, mais les traces d'occupation étaient peut-être sur un pied d'épais, puis après, ils étaient dans le sol vierge pour creuser. Mais quand ils ont rempli, il aurait dû avoir des sols mélangés partout. On commence à creuser et on a descendu presque 3 pieds de profond. Ça avait l'air, regarde, naturel, là, bord en bord, il n'y Ah avait oui. rien à faire. OK. On en fait un plus loin, sondage plus loin. Oh, là, on percevait un petit peu une tranchée. On continue à creuser, on tombe sur le drain. Et là, c'était impossible que le premier sondage qu'on avait fait, le drain passe pas là, à moins qu'il tourne à 90 degrés. C'est ça. On a réouvert le même sondage. On a continué plus creux de façon tout à fait arbitraire. Puis on est tombé sur On le est drain. tombé dessus. Donc, c'était imperceptible, là. Oui. Tu sais, Mais puis ça a je été veux la même dire- chose quand on cherchait les pieux de la redoute, hein, à côté, juste à l'extrémité nord de la caserne. Oui, au La début, caserne. oui, absolument. Parce qu'on est arrivé à des sols comme ça, c'est toute l'apparence de sol vierge. Là. À un moment donné, on dit non, il y a des petits picots dedans, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est descendu plus creux, puis c'est là qu'on est Bingo. allé sur les pistes de bois. C'est ça. Fait que, ah non. Fait Puis que, même quand on a fait le sondage dans la partie nord de l'île, là, avec les retranchements français. et mon doux, bon, oui, regarde, on ça était avait l'air descendu naturel. À 8 Ça- pieds avant de trouver des vestiges, mais il y en avait. C'était incroyable. Ça n'avait pas de bon sens. Tu dis, ça n'a jamais été remanié, ça. Bang. C'est incroyable. Ah, ouais, ouais. Pas faux. La boîte, elle reste boîte encore après 4 jours de beau temps. Ça devait être pas mal boiteux. Lundi, là, ils ont été arrosés pas rien qu'un peu ici lundi passé. Là. Saint-Jean voulait demander d'être zone sinistrée, tellement il a mouillé. Pour te dire. Hein. OK, donc on a fait un sondage un peu de façon arbitraire. En fait, l'emplacement du sondage, c'est perpendiculaire à la courtine, qu'on voit sur la photo aérienne. Oui. Puis, bon, qu'on sait être là, fort probablement. Mais c'est surtout dicté par la présence des arbres. OK? Puis, bon, on a évité d'arracher des chaînes bleues. On a quelques petits qu'on a déplacés. Les gros, pas être trop près des racines. C'est un compromis entre tout ça pour dire c'est ici qu'on ouvre. OK. Mais perpendiculaire à la courtine. On rencontre le drain, qui lui est en meilleur état que ce que tu as vu là-bas. Oui, c'est ça. Alors là, normalement, en avant du drain, parce que ce que tu as vu là-bas, on l'a eu à trois autres endroits, là. OK. C'est-à-dire, trois endroits en Oui, tout, là. c'est ça. Drain, banquette, Palissade. palissade, OK? C'est la seule place où on a vraiment l'empreinte des pieux. Mais dans les autres cas, on sait qu'on a la tranchée. Ça revient au même. Bon. Ici, donc, on a drain. OK. Bon, là, il y a une perturbation. Ça pourrait expliquer qu'on n'ait aucun vestige de la banquette. Mais quand tu arrives ici, il n'y en a pas de palissade. Oui, alors là, on regarde, puis on se dit qu'est-ce qui se passe ici. Le plan de 1760, Murray. Qu'est-ce qu'il nous montre à part les retranchements? Il nous montre la route qui vient de Longueuil, ou la Prairie, je pense plutôt, de la Prairie. Et celle surtout de Chambly, qui longe le Richelieu, et qui traverse le Fort Sainte-Thérèse. Ah, oui, OK. Est-ce qu'on serait vis-à-vis de la porte?
tout simplement. Tout simplement, oui, peut-être. Donc, hein. le fait qu'il n'y a pas de palissade, c'est parce qu'on est vis-à-vis de la porte. Ouais, c'est bon, ça. Ben, non, ben, en fait, ben, c'est pas un avantage de faire ça parce que ça, Ça explique peut-être ça aussi. ça c'est autre chose, par exemple. c'est autre chose, OK, ok, au ouais, niveau ouais, au niveau stratigraphique, c'est autre chose. Alors, pour en être sûr, là, il aurait fallu étendre l'espace de fouille soit vers le sud ou vers le nord, Oui. de 2, 3, 4 mètres, Oui. d'un bord ou dans l'autre. Mais là, on n'a plus le temps de le faire dans nos fouilles cette année, pour vérifier si la palissade commence un peu plus loin. Oui. Parce que c'est là, il y a un poteau à un moment donné qui tient la porte, puis la palissade recommence. Oui. C'est juste que là, c'est ça. Il reste encore l'hypothèse probable qu'on a beau le regarder bien comme il faut, on s'est juste pas capable de l'apercevoir. Oui, ici. Ouais, ben là, ça a été piloté beaucoup ça, c'est depuis. Ouais. piloté, mais on Mais- voit la stratigraphie. Ah, il y a eu 2 perturbations ici. Ah, ok. Une part et d'autre qui n'a même pas en lien une avec l'autre, puis c'est assez moderne. OK. OK, mais effectivement, on le voit bien dans le strati. Bon, alors donc, on table sur l'hypothèse qu'on est vis-à-vis de la porte. Mais si on est vis-à-vis de la porte, je te dis qu'ils ne sont pas passés dedans bien souvent parce qu'on n'a pas des sols qui sont tapés. C'est ça. C'est des sols qui étaient aussi meubles que n'importe où ailleurs. Bien, ils ne sont pas très meubles ici, les sols, mais tu sais, ce n'est pas d'une surface de roulement. Il n'y a aucun aménagement de matériaux de roulement. Il n'y a pas de pierre rare, il n'y a rien. Puis la terre elle-même, là, on ne dirait pas qu'ils sont passés dessus souvent. Fait que, tu sais, c'est une hypothèse qu'on soit vis-à-vis de la porte, mais c'est pas vraiment convaincant. Il y a d'autres éléments dans la tranchée qui sont pour la plupart plus récents. J'explique d'abord une chose. À partir du sentier, ici, là, toute la partie supérieure sur le plan topographique du site a été dérasée. Ah, OK. OK? On l'a très bien vu, nos 2 sondages l'année passée, par endroits, ça, on était sur le sol vierge. Ah oui, OK. 10 à 15 cm sur le sol vierge. Je dirais ça des labours, probablement. Des labours, ou peut-être, je ne sais pas quoi, mais peut-être des labours. Oui. Mais donc, pas de niveau d'occupation, là, à peu près pas d'objet dans le dedans du phare. On s'est dit cette année, bien là, il y a une pente. Dans la pente, on va tabler sur l'espoir que ce secteur-là n'a pas été dérasé comme la partie plane et qu'on va avoir plus tous les éléments de la stratigraphie de l'occupation. OK. C'est exactement ce qu'on a. On a ici des éléments d'occupation postérieurs au phare, OK. donc d'une ferme, ou encore liés au petit bac qu'il y a eu ici à une certaine période. Moi, je pense plus d'une ferme par les aménagements. Là, ici, on n'est pas sur la terre de Fryer. Fryer, il était un peu plus au nord, ouais, plus vers la pointe. Alors, on a du matériel archéologique, des artefacts, creamware et pearlware, qui nous amènent vers la décennie 1780-90. Donc, on est après le dernier passage attesté des soldats en 1776. Ce matériel-là est trouvé en association avec 2 perturbations dans le sol, la tranchée là-bas et le petit carreau ici dont on a agrandi pour essayer de voir la suite. OK. Ça, c'est une cave, un caveau, probablement plus un caveau, parce qu'il n'y a pas de vestiges autour qui dirait que c'est une cave d'un bâtiment. C'est-tu à peu près la même dimension de ce que tu avais trouvé à Chambly, les caves des bâtiments du 17e? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est à OK, peu comme près la même dimension, puis on voit que ça va être peut-être carré. Quoique ça, là, on a l'évidence que ça continue en paroi. Oui. Parce que pourquoi j'ai demandé de ne pas piler, là, c'est qu'on a une couche brune là, Oui, qui oui, fait comme oui, la c'est- paroi, là, oui, OK? c'est- oui. C'est beige à côté, beige l'autre bord, mais la couche brune, c'est le tour, puis elle se rend jusque-là. Puis c'est pareil, l'autre bord, elle se rend jusqu'à la paroi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de matériel là-dedans. Mais en tout cas, on voit bien que c'est comme un caveau à légumes. Oui. L'avantage d'un caveau à légumes, là, de faire un trou dans la terre, là, c'est que c'est frais en été, ça ne gèlera pas l'hiver, c'est une structure au-dessus qui est moindrement bien isolée. Ça permet donc de conserver tes aliments à longueur d'année. Et ça, c'est en association avec la tranchée qui est là-bas, qui est un négatif d'une fondation d'un bâtiment dont la fondation devait être en bois, qui a été enlevée. C'est un peu plus grand comme dimension que le genre de fondation qu'on avait trouvé à l'île aux Noix, de bâtiments en bois, mais ça se présente, sur le plan de la fouille, ça se présentait exactement pareil, de la même façon. Du matériel diagnostique là-dedans. C'est un petit peu de matériel de 1780-90. Donc, on est après Donc- la période de l'abandon. Ah, c'est ça. Fort Saint-Hilaire. C'est ça, exactement. Donc, ce bâtiment-là, lui, se prolongerait vers le sud, au-delà de notre limite d'excavation. Et je pense pas que ce soit un bâtiment d'habitation. Je pense que c'est aussi un bâtiment secondaire, comme le caveau qui est ici, par son mode de construction, puis parce qu'on a
vraiment pas beaucoup de matériel. Donc, on ne voit pas une densité d'occupation importante. Puis, on n'a aucun aménagement, il n'y a aucune trace de ce qui aurait pu être un plancher ou quoi que ce soit, encore moins d'un foyer. Probablement quelque chose comme ça. Ou bien, carrément, un hangar lié à l'occupation, à l'utilisation du bac, qui, lui, est moins bien documenté parce que je pense même que il me semble qu'on dit quelque part que c'est sur une terre plus au sud. Mais là, il faudrait que je le revise là, parce que ça, j'ai pensé à ça rien qu'hier. On est dans une zone inondable aussi. Oui, on va s'en reparler un petit peu plus tard, à l'autre sondage. Ouais. OK. Mais ce qu'on a de plus intéressant ici, c'est ce qu'on ne voit pas, mais j'ai dit qu'on avait ici l'occupation du site. Ce secteur-là, là, à part quelques zones là, bien nettes, la majorité des sols, là, regarde, c'est une stratigraphie progressive qui part de la surface d'aujourd'hui puis qui s'en va vers un sol stérile. Sol qui contient des artefacts préhistoriques. C'est ici qu'on a trouvé le plus. On a trouvé dans 4 sondages, mais ici en la plus grande quantité. On a une dizaine d'éclats certainement, 2 outils ici, puis un outil dans le sondage voisin. Regarde, on a une baie naturelle, on a, tu sais, on est sur le site du phare, donc on est sur le site amérindien. amérindien. Le portage, là, l'an passé, je l'ai pensé beaucoup trop au nord. Oui. Regarde, je vais te montrer quelque chose sur une photo aérienne. L'une des nombreuses photos aériennes du site. L'île Sainte-Marie. Et un chapelet d'île après. C'est ça. En passant, on a fouillé ici. C'est trop loin. C'est un chapelet d'île, là. C'est que c'est difficile d'aller en canot, on pourrait accrocher le fond. Donc, on débarque ici. Le Fort Sainte-Thérèse est là. Comme ça. De part et d'autre de la pointe de l'île. Donc, on est vraiment sur le site du portage. On est protégé. L'endroit où les Amérindiens devaient camper, parce qu'on dit historiquement que c'est un jour de portage entre Sainte-Thérèse et Chambly. C'est pas un jour de marche, mais un jour de portage. Parce qu'en portage, on traîne du stock. Hein? On fait peut-être plus qu'un aller-retour. Donc, si c'est une journée de portage, il faut dormir avant, il faut dormir après. Donc, c'est un campement en haut, c'est un campement en bas. Gisèle a trouvé plusieurs éléments d'occupation amérindienne au Fort Saint-Chambly. Et puis, ici, on commence à trouver de ces vestiges-là aussi. On a 4 matériaux pour l'instant. 2 types de chertes. Cherte Onondaga, comme on avait l'an passé, que Roland Tremblay a trouvé 2 minuscules fragments dans la partie où il a fouillé. On a un cherte plus noir. Et on a également de la quartzite. De la misère à dire ce mot-là, quartzite, et du quartz. Mais un objet en quartzite, puis 2 objets en cherte. Puis les autres, c'est des éclats. C'est-tu caractéristique d'une période? Là, je ne sais pas encore. Roland va venir voir ça, puis on va peut-être y donner un petit mandat là-dessus, mais pour l'instant, je ne pourrais pas te dire. Ce qu'on a comme objet, c'est un biface, complet aux 2 tiers environ, une pointe de flèche presque intacte, pas tout à fait finie de façonner dans sa base, son pédoncule, et un grattoir qui est aussi à peu près aux 2 tiers. Fait que c'est pas mal mieux. Bonjour, messieurs. Nous on fait de la télévision même. Alors, c'est cela. Fait que, il y a 2 autres vestiges ici qu'on, pour l'instant, on n'est pas capable d'interpréter. On va parler de le petit empierrement qui est là-bas. Tu sais, là, regarde, c'est quoi? Il faudrait étendre, mais là, étendre là, c'est difficile. On est vraiment dans le chêne, puis on ne veut pas y nuire. Puis, de toute façon, on n'a pas le temps d'étendre. Et ici, sous les plastiques, il reste 3 petites pièces de bois calcinées. Puis, là, je vais avouer franchement que quand ça a été fouillé, il y a eu peut-être un petit problème là, dans l'ordre de déposition, cet endroit-là. Fait que pour l'instant, on a de la misère à faire les liens. Tant que la fouille ne sera pas finie, c'est la stratigraphie qui va nous confirmer ces liens stratigraphiques. Les liens le chronologiques entre le caveau, le drain, puis ça. Pour essayer de situer ça dans le temps, là, parce que là, pour l'instant, c'est pas trop. Mais c'est incendié. Alors, si c'est incendié, on connaît 2 incendies ici, la même année, à 2 mois d'intervalle, c'est peut-être un de ces 2-là. Juin puis août 1760. Alors, c'est cela. Très intéressant. Très intéressant. À Saint-Jean, dans certains secteurs du phare, une bonne épaisseur de niveau stratigraphique. Là, c'est pas un pied puis sol vierge à des par endroits. Là. Les chênes bleus perdent le gland ces jours-ci. C'est pas nécessaire d'aller à l'intérieur parce que c'est pas... Il n'y a pas de vestige apparent. L'objectif ici, c'est quoi? C'est répondre à l'un des mystères du phare. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il se continue ou non du côté de la rivière? Hier, j'étais en train quasiment d'halluciner. Je me disais, regarde, ici, on a l'autre bastion, on a l'autre courtine. Mais là, tu regardes. Mais bon, sur la photographie aérienne, on a l'impression qu'on est en présence d'un demi-phare.
OK? Sauf que les quelques rares documents historiques qu'on a nous le représentent comme un phare régulier, tu sais, je veux dire, avec 4 courtines et 4 bastions. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un monsieur là, qui est venu hier, puis j'ai pas eu la chance d'y reparler. Il est venu pendant qu'il y avait beaucoup de monde. Je lui ai dit revenez dans une demi-heure, puis il n'a pas eu l'occasion de revenir. Peut-être un monsieur Labbé, qui est fonctionnaire municipal, je crois que c'est à Sainte-Julie, mais qui s'intéresse beaucoup à l'hydrographie du Richelieu. Et puis, en tout cas, je continue le contact avec lui pour essayer de trouver des renseignements. Oui, oui, oui. Lui, il est convaincu, il dit que c'est clair qu'en amont de Saint-Jean, le Richelieu aurait monté d'un pied. Oui. En amont de Saint-Jean. Oui. Mais entre Saint-Jean et les Rapides, là, il voit pas, il n'y a pas d'information qui montrerait que le niveau a pu être modifié. En tout cas, ça correspond avec ce qu'on avait à l'Inox. Oui, exactement, c'est ça. 30 cm. Oui, exactement. Alors, ici, c'est un petit peu embêtant. Mais puis il n'y a pas de preuve évidente d'érosion en Port-du-Retour, tu sais, qui me dirait, oui, c'est certain que le site, il peut y en avoir une partie dans la rivière. Les gens du coin nous disent tous que l'érosion est plus importante au bord, c'est normal, le courant beaucoup plus fort. Ici, il est très faible, mais là, c'était peut-être trompeur par la présence de la digue du canal de Chambly, en haut, qui fait qu'il y a moins de courant, sûrement, tu sais. Oui. Puis... Peut-être qu'il est plus faible, c'est plus marécageux ici, justement, parce que c'était pas là, l'eau montait pas jusque-là avant, puis ça avait comme écrasé, donc ça fait comme une espèce de marécage. C'est ça. On n'a pas vraiment d'informations précises sur savoir pourquoi. Qu'est-ce qui expliquerait? Alors, archéologiquement, nous autres, comme on est en archéologie terrestre, on va le plus loin possible près de l'eau, parce qu'on irait plus loin, on serait dans l'eau, ça serait pas long, là, pour voir s'il y en a des éléments d'aménagement quelconque en bordure d'eau qui pourraient dire que le phare, il fermait ici. Puis si on n'en a pas, ben là, ça sera dans la rivière. Est-ce qu'on pourra penser, imaginer, faire une intervention dans l'eau d'une manière quelconque qui trouverait quelque chose? Je ne sais pas. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est qu'il était fermé. Ça peut pas... Il était fermé, bon, c'est ça. Moi, c'est sûr que c'est très, 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 très hypothétique, mais je me dis, les 2 premiers phares de Chambly, tu n'as rien du côté de la rivière. OK? Bon, c'est sûr que c'était perturbé, mais il n'y a rien qui t'amène à te dire, oui, il va y avoir quelque chose. Les informations se perdent complètement. Oui. Puis, attention... Mais on a une courtine qui est beaucoup plus longue, par contre. Oui, une courtine. mais puis tu as le phare de 1702, lui, c'est évident qu'il est fermé. Oui. Mais quand on regarde le phare de Pierre, à l'origine, sa défense du côté de la rivière était beaucoup moins importante que du côté de la terre ferme. C'est vrai. Est-ce que ça se pourrait que, puis là, c'est hypothétique, que les phares de 1665, on ait surtout cherché à flanquer du côté de la terre ferme et que du côté de l'eau, on se contente d'une simple palissade sans bastion parce que l'ennemi arrive par l'eau, donc plus vulnérable. C'est une bonne hypothèse. Mais tant qu'on n'aura pas de démonstration archéologique qu'il y a des vestiges, on ne pourrait pas amener ça comme idée. Là. Non, et trouver des traces de pieux dans l'eau, ça va être un petit peu difficile. Dans l'eau, ce serait peut-être plus simple. Si les pieux sont encore là. Si les pieux sont encore là, mais si les pieux sont plus là... Encore là, ça dépend. Si effectivement eu un changement de niveau d'eau par la rivière, bien, le cultivateur qui a repris cette terre-là après l'abandon du phare, lui, il les a enlevés tout autant là qu'ici, qu'il y a plus loin, parce que c'était sa terre jusque-là. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, on s'essaie. Si on ne le vérifie pas, on n'aura pas d'informations. Je pense que la seule façon, ça va être de suivre la courtine jusqu'au bout, hein? Ah, mais là, c'est ça, mais tu vois l'effort. Oui, je vois l'effort, mais je pense que... Mais regarde, le sondage qui est là-bas, où on n'ira pas, là, une petite clôture orange, c'est un autre qui est aussi près de l'eau, pratiquement. Lui, il est dans la ligne de la courtine sud. OK. Donc là, si jamais il y avait un début de bastion, quelque chose, on perdrait la courtine, on serait dans le champ. Donc, on s'est mis dans la ligne de la courtine sud. Fait qu'il devrait être là. Mais lui, il fait juste commencer. Il va falloir accélérer le processus. On va travailler à pelle là-bas. Mais ici, on n'ose pas travailler à pelle parce qu'il y a du matériel préhistorique. Pas mal. Roland, est-ce qu'il avait fait une expertise dans ce secteur ici? Pas du tout. Là. On a vraiment tablé là-bas d'abord. Puis lui, il se disait, vous en avez trouvé un et passé, peut-être qu'il y en a d'autres où vous êtes. Alors, il était ravi d'entendre qu'on en trouvait plus cette année. Oui. Je pense qu'on peut penser à l'hypothèse que c'est plus ici, le secteur occupé à l'époque préhistorique. C'est ça. On a gardé un arbre en plein milieu du sondage parce que c'est un chêne bleu. Hein? L'autre, le bouleau, c'était notre limite d'excavation. Mais quand on a agrandi vers la droite, on n'a pas enlevé le chêne. Il est en plein milieu du sondage. Alors, ce secteur-ci, on est en plein centre du phare. On n'est pas en périphérie du phare. Tous les autres sondages sont aux limites périphériques du phare.
c'est sûr qu'on aurait pu se contenter de 2 sondages puis dire le phare a cette dimension-là, let's go. Mais là, regarde, c'est les premières informations qu'on a sur le phare. On va vraiment valider dans tous les éléments, voir quelles sont ses dimensions. On a donc un sondage sur chacune des courtines, visible sur la photographie aérienne, les 3 courtines, et on a un sondage dans les 2 bastions, un sur un flanc, l'autre sur une face. Comme ça, on connaît à la fois les dimensions, on vérifie les modes de construction quand on a de l'information dessus, on peut valider, voir si toutes les parties sont semblables ou différentes. À l'intérieur du phare, on avait de la problématique, je vous ai expliqué tantôt, que dans la partie supérieure du terrain ici, il y a eu comme un dérasement, peut-être, probablement dû au labourage ou à des interventions agricoles. Donc, il y a moins épais de sol qu'il y en a. Le sol, c'est pas qu'il y a moins épais de sol, mais les sols de surface qui montraient des traces d'occupation, des lieux, sont plus à l'endroit où on aurait dû les avoir. Ils ont été probablement étendus, éparpillés. Donc, on ne trouve pas de niveau vraiment d'occupation. Mais là, on réfléchit aussi sur nos sites, puis on voit bien que la topographie est plus haute ici qu'en bordure d'eau. Et on sait que dans le phare, il y a eu une maison, puis un hangar à bateau. Minimalement, peut-être plus que ça. Le hangar à bateau, il est où? Il est sur le bord de l'eau. Hein? C'est évident. La maison, bon, on va essayer de la mettre le plus au sec possible. On connaît quand même un peu le fait que le Richelieu déborde. Ça fait que tout ça, pris en ligne de compte, on s'est dit, bien, dans la partie haute, si c'est là qu'il y a eu une maison, pour la trouver, on n'a pas le choix, là. On va faire une immense tranchée. On va traverser le phare quasiment du nord au sud. Alors, on a eu le dessein de faire une tranchée de 26 mètres de long, qui commençait à la cordelette, le rouge, et qui devait s'en aller jusqu'aux 2 piquettes au loin là-bas. OK? On dit, regarde, on va ouvrir 27 mètres de long. Bien, je me suis dit, on va le faire par section quand même. Mais là, comme ça, on va avoir une image à grandeur du phare. Et dans le premier 7 mètres, on a eu la chance de tomber sur un bâtiment. Ce qui a fait qu'on a modifié notre stratégie de fouille, on a abandonné le restant, puis on a parti de ce qu'on connaissait pour essayer de mieux le documenter. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le premier 7 mètres? Vous voyez quelques pierres déposées presque au centre de la tranchée. C'est ce qui reste d'une fondation en maçonnerie sèche, donc des pierres liées par de l'argile. Fondation de ce qui est une maison. Et pourquoi c'est une maison? C'est que quand on s'en vient par ici, le sol, vous voyez, il est beaucoup plus marbré, un petit peu plus profond. Là, on a trouvé un niveau d'incendie. Une couche d'à peu près 3-4 pouces d'épais, contenant beaucoup de torchis, d'argile brûlée. L'argile n'a pas été brûlée par l'incendie. L'argile témoigne d'un aménagement qu'il y avait là, qui était une cheminée en terre. Okay? Oh oui, tu vois en paroi très bien la couche en question. Là-bas, on l'aurait vu, mais on aurait été au soleil. Alors, il y en a un petit peu de torchis, de couches orangées, là, de fragments orangés dans le tas. On ne les a pas toutes gardés. Alors, ce torchis-là, c'est en restant de la cheminée. Et la cheminée est détruite au moment de l'incendie parce que là, on a une couche d'incendie indéniable. Il y a des objets calcinés. On a une terre cuite commune d'origine française qui est complètement brûlée et aussi une pierre à fusil qui est en fait l'un de nos 2 seuls objets militaires sur le site. Une pierre à fusil de silex blond de taille française, donc une pierre à fusil française qui a chauffé et qui est devenue blanche. Donc, elle a été blanchie. L'autre objet militaire, on l'avait trouvé l'an passé, c'est une boucle de chaussures qui pourrait fort bien être militaire. C'est typique là, de ce qu'on trouve sur les sites militaires qui ont livré plus d'artefacts ailleurs. Alors, donc, pour cette maison-là, ce bâtiment-là, on est convaincu que c'est une maison parce qu'il y a l'incendie qui témoigne de la présence d'une cheminée et parce qu'il y a du matériel domestique. Il y a de la faïence aussi, il y a des pipes, etc. Donc, on va agrandir vers le nord pour trouver la limite du bâtiment. On agrandit vers le nord et qu'est-ce qui se passe? On perd nos liens stratigraphiques et c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Une autre structure qui est ici, c'est pour ça qu'on a agrandi vers ici en carré. Une structure de maçonnerie qui semble être sèche elle aussi et qui forme un périmètre de 2 mètres et quelques, 2,50 mètres peut-être, carré. Il y a de la maçonnerie partout en dessous de ça. Et pour l'instant, vous voyez l'épaisseur de sol qu'on a enlevé, c'est ridicule. C'était vraiment en surface. On n'a pas de matériel. Ça semble, on va dire ça autrement, ces 2 vestiges-là ne sont pas contemporains. OK? Lui qui est là, cette maison-là, et ça ici, c'est pas contemporain. Le fait qu'on n'ait pas la suite du bâtiment dont on a un mur au sud, rendu au nord, s'explique probablement par le fait que ce qu'on a ici a été fait postérieurement et a donc fait disparaître l'autre. Mais nos liens stratigraphiques ne sont pas clairs. C'est difficile d'avoir des liens clairs dans 3 pouces de sol. OK?
Mais par logique, vu que ça c'est encore là, puis que ce qui devait être du bâtiment voisin n'y est plus, on pense que celui-là est plus récent. Mais ce type de structure-là, une grande masse de maçonnerie carrée, si on ne trouve pas de cendre, je me demande ce qu'on a. Mais il n'y a plus grand air à enlever pour trouver de la cendre. Je m'explique, ça pourrait être pratiquement juste être la base d'un foyer dans ces dimensions-là. Archéologiquement parlant, là, ou bien donc c'est un petit bâtiment avec une base en pierre, mais là vraiment ça me jetterait par terre, je ne sais pas ce serait quoi là. Mais on n'a pas d'évidence là que ça a été utilisé pour chauffer. Allons-y sur le plan hypothétique. OK? On est là en présence d'un bâtiment qui a été incendié en 1760, en juin 1760 par l'invasion anglo-américaine qui est venue brûler le fort Sainte-Thérèse dans un raid puis qui est reparti. Et ici, d'une partie d'un autre bâtiment dont on a ordonné la reconstruction par Lévis dans les semaines qui ont suivi. Puis si c'est la base de cheminée, ben on n'a même pas eu le temps de l'utiliser ou tellement peu qu'on n'a pas de traces d'incendie. Mais là, dites-vous, c'est des hypothèses. Ici, aujourd'hui. Demain après-midi, ça va peut-être changer. Parce que la fouille est en progrès, puis on n'a pas assez d'informations. Oui, puis on est dans un terrain de labour aussi. C'est peut-être une structure qui a été déstructurée lors d'un labour. Oui, mais là, ici, non, ça a l'air vraiment solide, là. Parce que là-bas, tu vois, il y a quelques pierres dans le tas de terre, là? Oui, oui. Bon, ces pierres-là, ils étaient éparses. Ah, OK? Et elles proviennent probablement de la fondation étendue. Mais ici, c'est pas des pierres garochées, ils sont toutes pas mal posées à plat, les unes à côté des autres. Mais tu sais, comme tu vois, c'est pas vraiment fini de fouiller, mais quand on fouille, on se rend compte que oui, c'est pas mal tout à plat. Aurais-tu pu avoir envie de se faire comme une petite poudrière, considérant que le terrain est épouvantablement humide ici, ce serait fait une base où leur matériel serait resté sec? C'est sûr que c'est une hypothèse que j'ai pas envisagée, puis c'est peut-être pas impossible. C'est sûr qu'il faut penser le fort Sainte-Thérèse, là, c'est pas un phare utilisé de façon permanente par une garnison. Fort Chambly, tu vas avoir une poudrière parce que c'est toujours une garnison. Fort Saint-Jean, qu'on construit en 48, puis qui est un peu plus grand, je pense qu'il n'y a pas de poudrière, hein, Gisèle? Fort Saint-Jean, il me semble, de mémoire. Petit phare de 1748, puis dans la documentation, on n'en mentionne pas non plus. Parce que c'est des phares de bivouac. C'est pas des phares de casernement. OK? Donc, avec une armée permanente. Mais, c'est sûr que qui dit soldat a besoin de poudre. Mais on associe poudre plus facilement à canon. Parce qu'on a besoin d'une plus grande quantité de poudre pour les canons. OK? Donc, puis ici, Fort Sainte-Thérèse, oublie ça, il n'y a pas eu de canon. Ça, Fort Saint-Jean, il y en a eu. C'est un fort plus grand, qui a des bastions plus imposants. Et dans les bâtiments bastonnés, il y avait des canons. Mais Fort Sainte-Thérèse, là, c'est pas du tout un fort de canon. C'est un fort de palissade de bois. Puis en cas d'attaque d'une armée qui a des canons, comme les Américains, les Britanniques en 1760, regarde, on fait rien qu'abandonner le fort puis le brûler. On ne pense pas leur tenir tête quand ils ont des canons. C'est impossible. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait à Saint-Jean aussi. La poudrière, en fait, ce que je pensais être la poudrière. Fait que là, on a fait le tour. Ça ne sert à rien d'aller voir le sondage en bordure de rivière pour la Courtine Sud. Il y a des racines encore.